Le sport, ça a toujours été un engagement politique pour moi. Je me suis toujours battue contre tout ce qui était injuste. L'injustice, c'est quelque chose qui me fait énormément de mal. Moi, je veux que les femmes comprennent que la faiblesse est une construction sociale. Et en fait, de la même manière qu'on peut vous faire croire que vous êtes faible, on peut aussi vous faire comprendre que vous êtes puissante. Diane Abdelila, athlète accomplie, championne du monde de grappling et de France de MMA, est bien plus qu'une sportive de haut niveau. C'est une véritable pionnière qui a bousculé les codes en introduisant les sports de combat dans les universités françaises, inspirant ainsi des générations de femmes à se dépasser et à s'affirmer. Fondatrice de la DN Academy, elle met son expérience et sa passion au service d'une cause qui lui tient à cœur, l'autonomisation des femmes par le sport. Dans cette interview exclusive, Diane nous retrace son parcours inspirant, marqué par les combats et les victoires, tant sur les tatamis que dans la vie. Elle nous parle de ses motivations, de ses engagements et de son rêve d'un monde où les femmes n'ont plus peur d'être elles-mêmes et de s'accomplir pleinement. Très contente de te recevoir pour notre programme Femmes Inspirantes. Donc, si je t'ai choisie, c'est pas par hasard, c'est parce que effectivement, tu fais partie vraiment des femmes à impact en France. D'abord dans le secteur du sport, secteur associatif. Tu as un palmarès incroyable parce que tu as été couronnée des dizaines de titres, tu as été championne du monde de grappling. Alors, il faut que tu m'expliques que c'est la lutte au sol, debout, c'est comment Alors, le grappling, c'est une forme de lutte où on part debout et le combat peut aller au sol. Et en fait, on peut gagner soit au point, en marquant des positions, soit par des soumissions. Donc, quand on parle de soumission, en plus, il y a un rapport aux forces qui est assez drôle. Et les soumissions, ça peut être des étranglements, des clés de bras, des clés de cheville, etc. etc. Le sport, ça a toujours été un engagement politique pour moi. Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense. C'est ce que j'allais te dire de toi. La lutte, en fait, c'est vraiment le mot qui te reflète, je pense. Mais on va le découvrir au fur et à mesure de notre interview. Effectivement, donc c'est également championne de MMA, mais j'aimerais revenir sur ton parcours dès le début parce que bon, j'ai découvert que tu faisais du sport depuis l'âge de 5 ans, mais c'était pas tout de suite les arts martiaux. Donc comment t'es venu l'amour des arts martiaux, comment tu t'es retrouvée un peu dans ce domaine qui est, c'est rare pour une femme, faut se le dire, surtout en France. Et d'ailleurs, tu es pionnière et précurseur des sports de combat et de l'introduction aussi des sports de combat dans l'enseignement et pareil, on reviendra dessus un peu plus tard, mais d'abord ton parcours. Alors, c'est le parcours d'une jeune fille qui a grandi à la campagne, de parents issus de l'immigration, voilà, d'une famille nombreuse et d'un père qui a toujours cru en l'activité physique, en l'école, comme des outils d'empouvoirment, mais aussi comme un moyen peut-être de laisser un petit peu de temps à ma mère, parce que 6 enfants, ça fait beaucoup. Surtout qu'on a très peu d'écart, en tout cas les aînés, très peu d'écart, les deux plus petits, très peu d'écart, et moi je suis au milieu. Voilà, donc c'était aussi ça, mais on avait aussi des facilités avec le comité d'entreprise qui finançait les licences pour le sport, donc c'est aussi grâce à ça qu'on a pu faire du sport, parce que souvent dans les familles, on ne fait pas de sport parce qu'on n'a pas les moyens. Ouais. Et ça c'est dommage, et du coup j'ai commencé. Dans cette ville, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un club de gym, un club de judo, un club de natation. Et donc, on s'est retrouvés à la gym. Et j'ai commencé par la gym jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter de porter un juste au corps devant des adultes. Parce que le regard des adultes sur les corps d'enfants juste au corps, des fois, ça peut être assez traumatisant. D'ailleurs, j'ai gardé ce traumatisme. Et je l'ai encore, on peut le dire. Et très tôt, je me suis orientée en gym, par contre, dans le coaching, le fait de devenir entraîneur de gym. Donc, je fais partie des plus jeunes diplômés en France de ce qu'on appelait à l'époque le diplôme d'entraîneur fédéral en gymnastique, et qui était lié avec la fédération d'aérobic. Et j'ai commencé à donner mes premiers cours aux femmes vers 16-17 ans, je crois. Waouh. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme quand j'ai changé de ville parce qu'il fallait aller, donc mes parents habitaient toujours dans la même ville, mais le lycée était dans une autre ville, il y avait la possibilité de faire de l'athlétisme, donc du coup j'ai fait de l'athlétisme. C'est là que j'ai découvert notamment le javelot et où je suis devenue une des 3 meilleures lanceuses de javelot français à l'époque.
Et la boxe, ça faisait pas du tout partie des choses que je pouvais faire parce qu'il n'y avait pas de club autour, parce que mes parents ne voulaient pas. Mais moi, j'étais fascinée par les arts martiaux, les films de Bruce Lee, Bud Spencer et Terence Hill. J'adorais la bagarre. Je détestais me battre. Je me suis jamais battue, mais parce que je savais qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait que si je passais à l'action physiquement, je savais pas si j'allais pouvoir m'arrêter. Parce qu'en fait, j'ai grandi avec beaucoup de colère. J'étais très colérique. Et cette colère, elle venait du fait qu'on m'interdisait de faire beaucoup de choses parce que j'étais une fille. Voilà, quand on est issu, pas que quand on est issu de la diaspora maghrébine, hein, d'ailleurs, je pense que toutes les jeunes filles aujourd'hui, on leur interdit tellement de choses, et quand on demande pourquoi, on te dit oui, mais c'est pour les garçons, tu peux pas sortir, t'es pas un garçon, tu peux pas faire ça, t'es pas un garçon. Et donc moi je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre une fille et un garçon? Ouais, mais les garçons ils sont plus forts, ils sont plus agiles. Et ben regardez-moi faire et vous allez voir que je suis plus forte, plus agile que tous les garçons. Et ça a été vrai jusqu'au lycée, où j'ai toujours été la plus forte. Jusqu'au lycée, il n'y a pas un garçon qui me battait, ne serait-ce que sur des concours de traction, par exemple, quand j'étais au lycée. Bon, après, j'ai été rattrapée par la maladie, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont été un peu plus compliquées. J'ai été opérée aussi. J'ai découvert la boxe française à la fac, parce que ça faisait partie des modules d'enseignement obligatoires. Donc, moi, j'ai fait STAPS. J'ai fait un cycle de boxe française et quand j'arrive en licence, on me dit qu'il faut aider l'équipe de la fac en boxe française qui doit aller au championnat de France parce qu'il manque quelqu'un. Mais moi, j'en ai jamais fait. Je me retrouve propulsée comme ça au championnat de France de boxe française alors que moi, j'en ai jamais fait. Et bon, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un potentiel pour la bagarre. mais j'ai été opérée de l'épaule en 2004. De 2004 à 2010, je ne peux plus lever le bras, je suis handicapée. J'ai d'ailleurs la reconnaissance de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale. En 2004, je suis mutée aussi en région parisienne à Mantes-la-Jolie, parce que je viens d'avoir le concours de prof. Et je commence à enseigner l'EPS dans les quartiers et dans les ZEP. Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Les Mureaux, Poissy, Pontoise, bref. Les endroits assez sympas quand on est prof et qu'on débute, faut être accroché, mais moi j'ai toujours aimé ce public-là, donc ça m'a pas posé de problème. Et j'ai commencé réellement le grappling et le MMA à 33 ans, donc en 2013. Je deviens championne du monde en 2015. Je fais mon premier combat professionnel en MMA également à cette époque. Et de là, moi, tout s'enchaîne super vite, parce qu'en 2015, c'est aussi l'année où j'intègre la Sorbonne. Et là, on est en 2024 et me voilà. Incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois que tu démarres quelque chose, tu vas à fond jusqu'au bout et que c'est comme s'il n'y avait pas de véritable obstacle. Justement, en tant que femme, c'est quoi les obstacles que tu as rencontrés? Donc, bon, déjà, tu m'as parlé d'une opération, la blessure. Je sais aussi qu'il y a de l'endométriose derrière tout ça. Je sais qu'il y a le monde des hommes. Enfin, tous ces obstacles, comment tu y as fait face? En fait, moi, les obstacles que j'ai connus, ils étaient... mes ennemis, ils étaient dans mon camp. C'est difficile à dire, hein, c'est pas facile à expliquer, mais... moi, j'ai par exemple une maman qui m'a toujours dit que j'étais une incapable, qui m'a toujours comparée à ma sœur, qui m'a toujours dit que elle, ce qu'elle faisait, c'était extraordinaire. On a le même parcours avec ma sœur, elle est prof de PS également. Aujourd'hui, elle est inspectrice en Alsace, dans l'éducation nationale, et toujours prof de PS. Et elle, quand elle a eu le CAPES, c'était très bien. Moi, j'ai entendu ma mère me dire que ouais, mais cette année, ils l'ont donné à tout le monde. Que j'aurais pas mon bac, que je finirais sous un pont, que j'étais grosse, que j'étais moche. Moi, c'est des discours que j'ai entendus en permanence. Quand on se construit, c'est compliqué. Ensuite, les ennemis, ça a toujours été le système. Moi, voilà, mes profs qui voulaient m'envoyer en CAP couture. Quand on sait, par exemple, que je galère à faire des lacets parce que je suis vraiment pas manuelle, pourquoi vous voulez m'envoyer en couture? Moi, j'ai toujours eu des ennemis comme ça dans mon camp. Et puis après, dans le MMA, ça va être pareil. Ça va être des gens qui sont dans mon entourage. Mais ce qui a fait que ces personnes-là, ou ces ennemis, ou alors même moi-même, parce qu'on a parlé de maladie, on a parlé de cette blessure, ce qui a fait que rien n'a pu m'arrêter, c'est que depuis que j'ai 5 ans, je sais que physiquement, il n'y a personne qui me met à l'amende. Voilà, si t'es pas entraîné, si t'es pas sportif de haut niveau, tu peux pas me mettre à l'amende. Alors aujourd'hui, oui, mais bon, aujourd'hui j'ai 43 ans. Je peux plus, y a plein de choses que je peux plus faire, d'autant plus que là, pour le coup, la maladie m'a vraiment rattrapée.
mais parce que j'avais cette confiance en ma force physique. Et quand on a confiance en sa force physique ou confiance en autre chose, ça permet de construire une estime de soi qui est infaillible. Et je crois que c'est un peu tout ça qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure quand je me préparais en me disant c'est quand même ouf. Les femmes, on leur vend en permanence de l'insécurité. Et j'étais en train de me dire, je me faisais mes soins pour mes cheveux et je me dis, mais quand je regarde ce qui se passe par exemple sur les réseaux sociaux aujourd'hui, à quel moment dans une vie de femme, tu peux passer 45 minutes à te faire une skincare, à te faire des cheveux, à te faire machin, et ceci et cela, mais parce qu'en fait on vend en permanence de l'insécurité aux femmes. En fait, pour réussir, on ne vous dit pas que pour réussir, il faut avoir une forte estime de soi-même, il faut passer à l'action, il faut tester des choses, il faut rater des choses, il faut connaître l'échec. C'est pas ce qu'on nous vend. On nous vend qu'il faut avoir une police, qu'il faut avoir... Alors que c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec les produits qu'on vous achète. Hein. Moi, qu'on vous vend. La peau, c'est hormonal, les cheveux, c'est une nature de cheveux qu'on a par... Et les femmes, on est tout le temps en train de leur vendre des trucs où on les met en insécurité en permanence. Et c'est ce qui fait qu'elles sont toujours en train de douter, de se dire mais j'y arriverai jamais, ou de se poser 50 000 questions avant de passer à l'action, ou de se dire ouais mais non il faudrait peut-être que je refasse une formation parce que là je suis pas légitime. Mais en fait la légitimité elle passe par l'action. La réussite elle passe par l'action. Et dans l'action il y a des process et l'échec ça en fait partie. Et chez les femmes on nous vend toujours l'échec comme quelque chose d'hyper négatif. Mais dans tout, hein, que ce soit sentimental, maritalement parlant, sociétal. Et du coup, on est avec ce truc de ouais, mais si je rate quelque chose, en fait, ça veut dire que je suis nulle. Non, si tu as raté quelque chose, ça veut dire que tu as eu le courage de tester quelque chose. Ce serait bien qu'on change un petit peu toutes ces histoires autour des femmes et qu'on leur permette de comprendre qu'au final, en fait, si tu n'acceptes pas certaines choses, c'est pas parce que l'autre elle est plus jolie ou c'est parce que l'autre elle est passée à l'action. Donc totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord. Tu disais tout à l'heure je me suis construite contre ça, etc. Mais je pense aussi avec ça. Et quand on grandit dans un tel environnement, où que ce soit la violence familiale, enfin verbale, la société, l'école, etc., ça te... en fait, c'est des graines qui se plantent dans ta tête, donc d'herbe un peu dégueulasse, et que tu vas être là à remplacer en grandissant par des petites herbes. Tu vas essayer de mettre des graines pour faire pousser des fleurs, des fruits dans ton jardin mental. Et ensuite, tu as envie de faire ça pour d'autres. C'est souvent ce qui se passe. Enfin, une fois qu'on se soigne, même si on ne se soigne jamais totalement, parce que c'est un parcours qu'on fait au cours de sa vie, mais après, on a envie de passer à l'action, ce que tu disais, pour les autres. Et toi, justement, comment tu es passée à l'action pour les femmes? Comment tu as eu cette envie? Et même si, déjà petite, vu que tu as commencé finalement très jeune à le faire, comment ça a fait partie de ton chemin personnel et professionnel? Alors ça, je me pose beaucoup la question. J'ai grandi... En fait, pour en revenir d'abord aux violences, ce qui est assez paradoxal, c'est que ces mêmes personnes qui vont avoir des mots violents pour toi, c'est ces personnes qui vont te dire qu'elles t'aiment. Et du coup, c'est bizarre de se construire comme ça, de se dire, mais est-ce que l'amour, c'est vraiment censé être comme ça? Et du coup, ça permet de se remettre pas mal en question. Et de remettre en question aussi son entourage et la manière dont on va interagir avec les gens. Après, pour en revenir à... Le déclic, je sais pas à quel moment je l'ai eu. Je peux pas te dire à quel moment je l'ai eu, mais je sais qu'il y a plein de petites histoires dans ma vie qui ont amené tout ça. Le premier déclic, ça a été ces échanges. Dans la diaspora maghrébine, il y a souvent des réunions de famille, il y a souvent des trucs pour tout et n'importe quoi, une naissance, un truc, machin, donc les gens viennent féliciter, ou voilà, quand quelqu'un est malade. Et je me rappelle de ces actions. Donc on a une famille à côté de chez nous, il y a 3 filles, et Naïma Atoui, je crois que c'est une des premières femmes qui m'a inspirée, parce qu'elle était extrêmement active sur toutes ces questions-là, et notamment dans des pays qui étaient en guerre à l'époque, où les femmes perdaient des droits, etc. Déjà à l'époque, la cause palestinienne, et qui faisait plein d'actions. Et
avec ma grande sœur, elle nous avait amenés à une réunion d'une association de femmes solidaires, etc. Ça a été la première fois que j'ai vraiment mis des choses en place. Donc ça a été un premier déclic. Ensuite, ça a été de voir l'impact que je pouvais avoir sur les jeunes filles quand je commençais à les entraîner. Ça, il y a eu aussi une fois où, du coup, je pense que toi, ça va peut-être plus te parler aux autres, où j'étais en Algérie pendant les vacances. Il y avait un mariage et on était entre femmes, et puis il y a mes tantes, etc., qui parlaient entre elles et qui parlaient d'autres femmes en disant tu te rappelles la femme de la pompe à essence et la femme du médecin. Et j'ai rien, je dis mais ça va pas bien dans vos têtes en fait. On dit pas d'une femme la femme de la pompe à essence. C'est parce que son mari a une pompe détient une station-service. Donc cette femme elle a un nom, elle existe. Et je dis donc toi maman on t'appelle la femme du grand et t'es contente parce que ton mari fait 1m98. Donc en fait tu n'existes pas en dehors de ça. Donc ça a été un truc aussi où je me suis dit si je peux à l'avenir faire quelque chose pour ces femmes-là et leur montrer qu'en fait elles peuvent être indépendantes, et indépendante ça veut pas dire vivre toute seule. Mais être indépendante dans sa vie de couple, c'est aussi quelque chose qui est très important et qui permet justement de ne pas tomber dans la dépendance émotionnelle, etc. etc. Donc il y a eu ça, il y a eu la fois où ma sœur avait un petit peu du mal avec ses études, mais forcément tu arrives dans une fac de droit qui est la plus prestigieuse de France, tu dois travailler à côté parce que nos parents n'ont pas les moyens de... Et tu dois t'auto-financer et du coup ta première année tu la loupes et puis mes parents ont été super durs avec elle et je me rappelle elle était en pleurs en me disant ouais mais non mais je vais arrêter et je lui dis mais en fait on s'en fout ok t'as raté, j'ai dit mais ton objectif c'est quoi? Donc à l'époque elle voulait être juge pour enfants, ton objectif c'est ça, à quel moment sors-moi un bouquin où il y a écrit que il faut arriver à cet objectif en 1 an, 2 ans, 3 ans. L'objectif c'est d'y arriver, on est d'accord, l'objectif c'est t'as un objectif. Et ce qu'il faut, c'est arriver à cet objectif. Maintenant, pour certains, ça va être une ligne droite, et souvent parce qu'ils sont fils 2 et filles 2, et que eux, en effet, il y a des chauffeurs qui les déposent devant la fac, etc. Pendant que toi, tu tapes 40 minutes de transport. J'ai dit, mais au final, même si toi, tu es obligé de faire des détours, tu vas arriver à ton objectif. Reste fixé sur ton objectif, et le reste, on s'en fout. Et c'est toutes ces petites choses-là, en fait. Et puis après, quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, où je me suis rendu compte que, waouh, c'était un désert... Moi, les jeunes filles, elles étaient brisées, et je parle pas de la confiance en soi, moi je parle de l'estime de soi, parce que la confiance en soi c'est quelque chose qui vient. C'est très différent parce que la confiance en soi tu l'acquiers par l'expérience et plus tu vas justement faire face à des échecs ou surmonter des choses, tu vas avoir confiance en toi petit à petit, alors que l'estime de soi c'est très difficile d'en avoir quand t'en as manqué en étant petit. Et quand la cellule familiale, parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, quand les gens qui sont censés t'aimer et te protéger quand t'es petit sont ceux qui te causent du tort en premier lieu, c'est très 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 dur en psychologie, et on le retrouve dans le développement personnel et dans tous les parcours qu'on peut imaginer, mais c'est très dur de se construire par rapport à ça et de construire son estime de soi. Donc le faire adulte, c'est un travail... Alors c'est un travail encore plus compliqué, mais normalement quand on est adulte et qu'on travaille dessus, il y a certaines choses qu'on comprend plus facilement et qu'on peut, sur lesquelles on va pouvoir s'améliorer beaucoup plus rapidement. Et en plus aujourd'hui, tu parlais de neurosciences tout à l'heure, on connaît mieux comment fonctionne la dopamine, etc. Et tous les effets que ça peut avoir sur le cerveau. Donc c'est... pour moi, c'est pas une fin en soi. Si on s'est construit... avec une estime de soi qui a été brisée quand on était petit, ça va être long à reconstruire, mais on peut y arriver. Complètement. Et après, la confiance en soi, moi, c'est ce que j'explique aux femmes que je coach en entreprise, et je leur dis, mais c'est pas compliqué, tu pars de chez toi, tu sais que tu as une réunion importante, tu l'as préparée et tout, machin, tu t'es pimpé, t'arrives, la confiance en toi, elle est au max. Ok. L'estime de soi, je sais pas. En tout cas, ta confiance en soi, elle est au max. Et puis, t'arrives devant ton entreprise et là, il y a un pigeon qui te chie dessus, tu te pètes un talon. La confiance en toi, forcément, elle va... Mais si t'as une haute estime de toi-même, tu sais que c'est pas ça qui va faire que tu vas louper ton rendez-vous, ton entretien ou machin. Parce que tu vas te dire, ok, c'est pas grave, tu vas être capable de t'adapter justement pour rendre cette situation soit loufoque, soit passer vite fait dans un truc, acheter une paire de tongs et revenir, ou te nettoyer en passant toi. Parce que tu t'en fous, parce que tu sais que ce que tu as construit ne dépend pas de choses qui sont extérieures.
La confiance en soi, elle peut être brisée par des facteurs extérieurs. L'estime de soi, pour la briser, c'est des facteurs intérieurs et c'est les choses sur lesquelles il faut travailler. Ouais. Et justement, comment tu as eu l'idée donc, de ton association, enfin de JN Academy, pour aider les femmes qui ont été brisées quelque part et après, je pense des femmes de toute horizon. Quel est ton type de public? Comment est né ton projet? Ouais. Et à quoi il ressemble aujourd'hui? Alors, la JN Academy, c'est une entreprise et c'est aussi une association. Ouais. J'ai les deux. Alors, j'ai gardé le nom de JN Academy parce que pour moi, c'était un pied de nez un petit peu à tous ces milieux un petit peu masculinistes parce que je voulais utiliser le sport comme outil. Et comme j'ai été dénigrée, insultée, humiliée dans le milieu du MMA et du grappling, je me suis dit, je vais construire quelque chose de tellement fort qui va tellement faire parler de moi. Et je vais l'appeler JN Academy parce que comme ça, à chaque fois qu'on va parler de moi, ça va vous énerver. Donc j'ai gardé ce nom. Ah ouais, non, moi je suis assez. Donc j'ai gardé ce nom de JN Academy et en plus pour eux c'était une insulte. Tu fais de la JN Academy. Bah, regarde bien ce que ça va être très bientôt de faire de la JN Academy. Donc j'ai voulu créer cette entité, mais j'ai voulu aussi garder un tissu associatif parce que pour moi c'est important. Je viens du milieu associatif, je viens d'un milieu qui n'est pas aisé et je voulais pouvoir continuer de proposer des choses aux femmes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc la JN Academy, c'est quoi? C'est une entreprise qui travaille sur l'autonomisation des femmes. Permettre aux femmes de dépasser les plafonds de verre et permettre aux femmes de gagner justement de l'estime de soi et de se lancer dans des projets dans lesquels elles n'auraient jamais cru. Et le côté associatif, c'est permettre aux femmes de gagner confiance en soi grâce au MMA. Et notamment une méthode qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes. Parce que je me rends compte, encore une fois aujourd'hui, que quand on parle de violences faites aux femmes, les personnes qui donnent les cours ou les personnes qui en parlent, c'est tout le monde sauf les femmes. Et les femmes qui en parlent, on va toujours les insulter, etc. en disant « Ouais, mais t'as vu comment elle est habillée, t'as vu machin, ouais, mais rien du tout en fait. » Les féministes, mais tu sais, avec l'étiquette féministe folle, hystérique. Exactement. Donc du coup, je me suis dit... Et moi, j'ai vu ces femmes-là au quotidien. Je les ai côtoyées. Elles m'ont parlé, elles se sont confiées à moi. Elles avaient toujours cette envie de faire des sports de combat, mais quand elles passaient à l'action et qu'elles allaient dans des clubs, ça se passait tout le temps très mal et elles ne restaient pas. Ou alors, quand elles arrivaient pour dire on veut s'inscrire, on se foutait de leur gueule. Donc du coup, voilà. Et quand je regardais dans le milieu scolaire, bah, je me suis rendu compte qu'à partir de 14-15 ans, les filles, elles n'allaient plus au sport. Et on va les retrouver beaucoup plus tard quand elles commencent à être dans la vie active, sur la santé du sport. Mais là aussi, en permanence ramenées sur des choses qui sont voilà, la cellulite, la prise de poids, post-partum. Mais en fait, non, tu peux pratiquer le sport pour autre chose. Et notamment voilà, l'estime de soi, notamment le dépassement de soi, et puis en fait juste pour le fun en fait. Si tu n'arrives pas à faire du sport, c'est parce que tu le pratiques pas pour les bonnes raisons. Moi je pose toujours la question 5 fois à mes clients, pourquoi tu veux faire ce sport-là? Et par exemple, moi je ne prends pas les personnes qui viennent me voir en me disant je veux perdre du poids parce que... Et quand je leur pose 5 fois la question pourquoi, au début elles me disent oui parce qu'il y en a un, et au final on en arrive à le regard des autres et machin. Donc au final on est loin de ce que tu me disais, être en bonne santé, etc. Donc ce qui te gêne c'est le regard des autres. C'est ci, c'est ça. Moi je te donne 5 exemples de personnes qui ont réussi et qui ont des corps que tu détesterais. Voilà. Et en fait si tu as des problèmes parce que ça vient, c'est dans ta tête, va consulter un psy. Va faire un travail sur toi, va faire une psychanalyse, va comprendre d'où te viennent tes traumatismes, et après on va travailler ensemble. Moi je ne vends pas du coaching pour du coaching. Et donc quand je regarde ce qui se fait en self-défense, c'est toujours des mecs qui en parlent, toujours pour me dire les femmes elles n'ont pas de force, ça sert à rien machin, mais par contre on va toujours me dire ah mais ouais ça sert à rien, un coup dans les parties et des doigts dans les yeux. Il faut qu'elles apprennent à mettre des coups de pied dans les couilles. Ok, je sais pas si t'as vu le film Idiocratie. Oui. Ouais, voilà. Moi quand je parle avec des mecs de self-défense, ça me fait tout de suite penser à Idiocratie.
Je me dis, ah ouais, d'accord, là on est pas mal. Ouais. Et quand je leur pose les questions de, ok, mais tu leur apprends à se défendre, pourquoi? Ouais, quand elles rentrent tard le soir, je dis, mais vous êtes toujours en train de leur balancer des injonctions comme quoi les femmes ne doivent pas être dehors quand il fait nuit parce que c'est dangereux. Il y a combien de pourcentage de femmes qui sont dans les rues après 21h30? Il n'y en a quasiment pas. Celles qu'on voit dans les rues à cette heure-ci, c'est celles qui vont travailler, qui vont faire des ménages dans les bureaux, etc. Et les week-ends, celles qui vont sortir. Ouais. Or, depuis le Covid, les boîtes de nuit, il n'y en a plus tant que ça. Donc, des nanas qui sortent en boîte de nuit et qui rentrent à 4h du mat, il y en a beaucoup moins. Et ça fait, cette génération-là, elle n'est pas comme notre génération où les jeunes filles sortaient souvent en boîte de nuit. Je dis, ok, très bien. Maintenant, donne-moi le pourcentage de nanas qui se font fracasser au point de finir à l'hôpital dans la rue. Et là, le mec, il me regarde et il dit, ah. Je dis, par contre, moi, je vais te donner des pourcentages. 80% des femmes qui se font tabasser, elles se font tabasser chez elles. Plus de 80% des femmes qui se font violer, elles se font violer chez elles par quelqu'un qu'elles connaissent. Donc pourquoi tu leur apprends à se défendre face à un mec qui va arriver dans le noir, en plus en sortant tout le temps des clichés de clients courts, de je sais pas quoi, qui va arriver avec un couteau et un flingue. Les mecs qui tuent avec des armes, c'est des crimes passionnels. Les nanas qui se font tirer dessus, c'est à la campagne, par des maris qui ont des fusils à plomb à la maison. Les Parisiens, ils n'ont pas de fusils à plomb à la maison. En tout cas, très peu. Ouais. Et du coup, on ne peut pas enseigner le self-défense de la même manière qu'on apprend à un mec et à une femme. C'est pas possible. Parce que c'est pas pareil. Et en entreprise, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas coacher les femmes pour devenir manager ou pour gérer des équipes ou pour être performante en utilisant des modèles masculins. C'est pas possible, ça marche pas. Vous allez lui dire, ouais, t'as qu'à prendre le bouquin de tel mec, un homme blanc de plus de 50 ans, alors j'ai rien contre les hommes blancs de plus de 50 ans, qui ont écrit des bouquins sur le management. Les mecs, ils ont jamais organisé des vacances pour leur famille. Ils ont jamais organisé une semaine de course à la maison pour préparer 10 repas. C'est vrai. On parlait de neurosciences encore une fois, le cerveau des femmes et le cerveau des hommes ne répondent pas de la même manière à certains stimulus, on le sait. Et on se construit pas de la même manière. Et on ne peut pas utiliser les mêmes outils, ça ne fonctionne pas. Donc arrêtons avec ces inepties, arrêtons de faire croire que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est reprendre des modèles masculins et les appliquer aux femmes. On le voit dans la médecine, ça ne fonctionne pas. 90% des études de la médecine sont faites sur des hommes et pas sur les femmes. Du coup, les nanas, elles prennent des médicaments qui ne leur conviennent pas, etc. Et on constate aujourd'hui que les personnes qui ont le plus d'AVC, ce sont les femmes, et qu'elles y vont souvent une demi-heure plus tard, et que c'est trop tard. Arrêtez d'utiliser le même matériel pour les hommes et pour les femmes quand on fait du sport, ça ne fonctionne pas. Arrêtez d'enseigner aux hommes. En fait, on le voit aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Dans le sport, toutes les études sont faites sur des hommes. Or, les femmes, elles sont hormonales. Et en entreprise, c'est pareil. Moi, quand j'arrive avec mon calendrier pour expliquer aux femmes, voilà, ça c'est votre cycle hormonal. Déjà, les 3 quarts, elles ne connaissent pas leur cycle hormonal. Et quand je leur explique l'implication que ça peut avoir, on parlait tout à l'heure, tu me disais j'ai des trous de mémoire. Et je dis, bah oui, c'est le fin de cycle. Et que, en fait, il y a plein de trucs qui vont jouer sur comment tu te sens dans ton moi. La concentration, la mémoire, etc. La créativité, la puissance de l'énergie, c'est tellement juste. Et pourtant, ça nous paraît tellement... tu vois, quand je te dis, tu te dis, bah oui, en fait... c'est évident. Bah, en fait, c'est évident, mais pourquoi personne ne le fait? Parce que personne ne nous l'apprend. Enfin, on se le partage pas. Là, c'est devenu... de plus en plus, et d'ailleurs je voulais faire une petite digression sur la sororité, parce que moi justement c'est en fréquentant des femmes, de plus en plus de femmes, que j'apprends des choses sur le fait d'être une femme. C'est idiot, mais... Bah, c'est normal. Mais on nous éduque pas à être une femme, entre guillemets. Enfin, on nous éduque effectivement la peur, faut faire attention aux hommes, faut faire attention à ceci, à cela et tout. Et enfin, on nous éduque dans l'insécurité, mais pas dans notre puissance de femme. Et ça, c'est vrai que plus en fait j'avance, je me rends compte que là on est une nouvelle génération de femmes en fait qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là, et donc c'est pour ça que ça fait écho en fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu dis, je pense que ça peut faire écho énormément, auprès d'énormément de femmes. Et justement, quel est ton public? Quel type, parce que quand on parle des violences faites aux femmes, enfin toutes celles qui sont tabassées à la maison, que ce soit la petite bourge ou la femme de ménage ou ce que tu veux, enfin toutes les femmes sont touchées par les violences. Toutes les femmes. Toutes. On voudrait nous faire croire qu'il y a dans certains milieux plus de femmes qui sont touchées par les violences, etc. Mais c'est faux en fait. Il faut savoir que les chiffres qu'on nous donne, ils sont en permanence faussés.
par le fait que certaines statistiques vont remonter plus facilement dans certains quartiers que dans d'autres. Voilà. Et la manière dont c'est traité dans certains quartiers est complètement différente que dans d'autres. Moi, à l'époque, quand j'ai sorti ma sœur de violence conjugale, c'était à Mantes-la-Jolie. À la même époque, mon autre sœur avait une de ses amies à Neuilly-sur-Seine qui vivait aussi quelque chose de dramatique. Et quand j'ai vu la différence de traitement, parce que du coup, je connaissais les deux dossiers, d'une parce que c'est moi qui me suis occupée de celui de ma sœur, la façon dont ça a été traité, ça a été complètement... mais tellement différent et tellement injuste également que du coup tu dis ouais en fait je comprends pourquoi dans certains quartiers on en entend moins parler que dans d'autres. Et après il y a certaines communautés aussi qui le gardent entre elles, où c'est compliqué de le faire sortir. Moi j'ai été appelée aussi bien par des associations chrétiennes et catholiques que par des associations qui voulaient monter des maisons pour les femmes de confession juive, que par des associations féministes musulmanes. Donc déjà, quel que soit c'est pas un type de culture ou un type de religion. Et après, que ce soit dans le 16e, que ce soit dans le 8e, que ce soit dans le 93, que ce soit à Bordeaux, que ce soit là au Kazakhstan d'où je reviens. En fait, toutes les femmes sont touchées et ça concerne vraiment, vraiment toutes les femmes. Il n'y a pas une catégorie de femmes, il n'y a pas, etc. Par contre, l'autre réalité aussi, c'est que ça concerne, les hommes qui sont concernés, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, des étrangers, des clandestins, etc. Le premier à tabasser sa femme, à être violent, etc., c'est celui que vous allez qualifier tous les jours de bon père de famille. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est que tout le monde, tous les hommes, peuvent être violents. Ouais. Quel que soit le milieu social, quel que soit l'ACSP de la personne, la catégorie socio-professionnelle de la personne, quelles que soient ses origines, quels que soient, les hommes américains sont aussi violents que les hommes français, etc. Et maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui dans nos sociétés à créer ces hommes violents? Autre sujet aussi qui te tient à cœur, c'est d'éduquer et de sensibiliser par rapport à l'endométriose. Donc je voudrais savoir quelle place cette maladie a dans ta vie. Parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Pourtant, on est de nombreuses femmes à être touchées par ça et ça peut être très très handicapant. Enfin bref, je veux qu'un peu que tu reviennes sur ce sujet. Oui, l'histoire autour de l'endométriose, c'est la même histoire que tout ce qui concerne les femmes en fait. Le corps médical ne s'est pas inquiété plus que ça, et puis n'a pas fait de recherche plus que ça sur le corps des femmes, parce que tout était fait généralement, les autopsies, etc., sur le corps des hommes. La place qu'elle a cette maladie dans ma vie, j'ai envie de dire que elle et moi on est mariés. C'est un mariage toxique. C'est peut-être pour ça que je suis pas mariée aujourd'hui, parce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie qui me pourrit bien et je pense que ça me suffit. Là j'en rigole, mais ce qui a fait par exemple qu'il y a 3 ans j'ai arrêté le sport, ça a été justement le fait que j'ai dû stopper tous les médicaments. Là encore, ce qui est compliqué, c'est que dans mon histoire à moi, le rapport au corps, et c'est ça qui est assez compliqué, c'est que quand on grandit, on nous fait grandir avec extrêmement plein de tabous sur le corps des femmes. Et là, encore une fois, quelle que soit la culture. Tous les tabous autour des corps des femmes, de comment il faut se tenir, de comment il faut s'habiller, de comment il faut parler, de comment il faut être gentille, mignonne, etc. Tout ça, ça contribue à pas mal de choses. Et puis le fait aussi que ce qui concerne le corps des femmes, ça te concerne, c'est de l'ordre du privé, c'est de l'ordre... Et du coup, moi, je me retrouve avec des règles extrêmement douloureuses quand je suis gamine, avec une mère qui m'a mis tous ces tabous, avec laquelle je ne peux pas échanger sur ces choses-là.
Et je me retrouve à 16-17 ans sous Diane 500, qui est une des pilules les plus hautement dosées qui est interdite aujourd'hui, sans que personne me dise quoi que ce soit. Donc du coup, avec un corps qui va changer du tout au tout, du jour au lendemain. Et puis quand on se rend compte que... alors déjà, en plus, je le cachais parce que c'était une pilule. Parce que quand tu prends une pilule... c'est que tu as une vie sexuelle active. Alors qu'en fait, non, les 3 quarts des personnes qui prennent la pilule, c'est pas pour ça. C'est pour des problèmes hormonaux, c'est pour des problèmes d'acné, de trucs, de machin. Mais ça, on te l'explique pas parce qu'on te dit toujours, une nana qui prend la pilule, c'est une fille aux mœurs légères. Mais en fait, c'est peut-être juste une nana qui a des problèmes hormonaux, en fait. Pourquoi vous en faites tout un truc Donc j'étais obligée de cacher, donc personne ne savait que je prenais ça. Moi, ma mère m'a jamais expliqué les serviettes hygiéniques, etc. Par contre, si, ça, je savais que les tampons, il fallait pas. Parce qu'on arrive quand même à te faire croire que faire du cheval, du vélo ou mettre un tampon, tu peux perdre ta virginité. Ouais, puis c'est super grave. Apparemment, c'est très très grave. Ouais, ça c'était une parenthèse, pardon. Et du coup... ça ne me convient pas, donc on me donne un traitement qui s'appelle l'Uténil, donc une endocrinologue qui me fait tellement peur. Ma mère ne rentre même pas avec moi dans le cabinet médical. Et pourtant, bon, voilà, c'est mon père qui nous emmène, etc. Et moi, il n'y a personne quand je suis avec elle. Elle me donne un traitement sans m'expliquer ce que c'est. Et en fait, l'Uténil, c'est comme une ménopause artificielle. Et normalement, c'est un traitement qu'on n'est pas censé donner plus de 4 mois, je crois. Et moi, je l'ai pris de mes 19 ans à mes 38 ans, 39 ans. Et en fait, je faisais toujours des renouvellements d'ordonnance. Normal, moi ça me convenait bien, j'arrivais à faire du sport, etc. Et puis un jour, je vais à la pharmacie et la pharmacienne me dit « Mais je vous vois revenir en permanence avec cette ordonnance et je vois qu'elle est valable 1 an. » Elle me dit « Mais ça fait combien de temps que vous prenez ce médicament ?» Je lui dis « Je sais pas, depuis que j'ai 19-20 ans. » Et elle me dit « Mais là, stop. J'appelle en urgence, elle est passée un scanner, un IRM du cerveau, parce qu'en fait, il y a des gros risques de méningiome du cerveau. C'est un médicament qui est sur une liste, etc., que vous ne pouvez pas continuer à prendre comme ça. Et du coup, je dois me réintéresser à mes problèmes de règles douloureuses, etc. Je vais voir une gynécologue. Quand j'ai, en fait, elle était plus inquiétée sur le fait que j'ai pas d'enfant. À me dire, à votre âge, vous n'avez pas d'enfant... c'est bon, là, prenez le premier qui passe dans la rue et... Alors là, je tourne, s'il n'y a pas d'enfant. Le premier qui passe dans la rue, je dis, quoi, vous essayez de me refourguer votre fils, c'est comment en fait et comment on peut tenir de telles choses? Et je trouve pas forcément, et puis après, je vais tomber sur la bonne gynéco, je vais tomber sur l'asso qui parle d'endométriose, et je vais commencer à en parler aussi pour sensibiliser. Donc moi, ça fait déjà 4 ans, 5 ans que j'en parle. Et que j'essaye de sensibiliser. Et aujourd'hui, j'essaye encore plus de sensibiliser, et notamment dans le milieu du sport, en expliquant que le cycle hormonal, il faut arrêter de dire aux nanas, ouais, c'est bon, t'as tes règles, etc. Parce que c'est pour ça qu'elles arrêtent le sport en partie. C'est pas pour autre chose. C'est parce qu'il y a toujours cette stigmatisation, il y a toujours ce truc, il y a le corps qui change, et puis vous n'allez jamais adapter l'entraînement à ces femmes-là, et c'est pas normal en fait. Le cycle hormonal, c'est un atout à la performance. C'est pas un frein. En ex-URSS, ils l'avaient compris. Quand on parle de dopage, ils avaient utilisé le dopage naturel en mettant des femmes enceintes avant des grandes échéances sportives, parce que ces hormones-là permettaient de décupler et d'améliorer la performance, la récupération, etc. etc. Le cycle hormonal est un outil à la performance, et pas un frein. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces coachs qui ont été formés dans les années 90, qui sont toujours dans les clubs, et notamment dans les clubs de MMA, et qui continuent et qui n'ont jamais fait de formation et qui ne se sont jamais formés à avoir des femmes dans un club et les rendre performantes, et notamment des femmes sportives de haut niveau? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parce que ce sont eux qui détruisent et ce sont eux qui ne permettent pas l'accès au sport de certaines femmes. Je sais qu'en disant ça, je vais encore me faire un tas d'ennemis, je vais encore me faire... voilà. Moi, j'entends encore des podcasts dans le MMA de mecs qui te disent les meufs qui ont leurs règles, c'est compliqué à gérer, c'est casse-couilles, c'est machin. Non, en fait, c'est parce que tu ne veux pas faire l'effort de t'intéresser à ce que c'est que le cycle menstruel, que sont ses impacts et comment tu peux adapter l'entraînement. Donc en fait, tu n'as pas envie de mettre en place un entraînement spécifique. Or, cette femme, elle paye sa licence comme tous les autres hommes qui sont dans ce club. Elle te ramène de l'argent aussi parce qu'elle est combattante professionnelle, etc. Pourquoi tu ne fais pas l'effort d'aller dans ce sens-là? Parce que tu es un feignant. Parce que ça ne t'intéresse pas. Parce que tu as des idées qui sont complètement misogynes. Je le dis comme ça paraît extrêmement dur, mais c'est la vérité en fait. Et on commence de plus en plus à s'en inquiéter, et
la grande révolution, ça a été quoi? L'équipe américaine qui termine championne du monde il y a 4 ans, je crois, de foot. Et quand on dit au coach, mais comment vous avez fait, parce qu'elles sont ultra performantes, etc., machin, la gestion d'équipe, et il nous dit, nous, dans la préparation des championnats du monde, on s'est soucié du cycle hormonal des femmes et on a composé les équipes en fonction des différentes dates des cycles de chacun. Et là, les gens se dit, ah ouais, ok, d'accord. Énorme. Et on va commencer. Et de là, alors il y a eu d'autres droits qui se sont ouverts avant, hein, mais ce qui est assez marrant, c'est que toutes les luttes pour le sport pour les femmes se sont faites, ça a toujours été des grosses guerres pour pouvoir s'imposer. Tout le monde parle aujourd'hui des athlètes qui vont avoir, aujourd'hui au JO à Paris, c'est chouette, les nanas vont pouvoir venir avec leurs enfants. Parce que l'année dernière, il y a une basketteuse qui a caché qu'elle allaitait, il y en a une qui a caché qu'elle était enceinte au dernier jeu, pardon. Et du coup, là, elles vont pouvoir avoir leurs enfants, et ça, c'est une avancée. Dans le foot, aujourd'hui, il y a des congés maternité, et les femmes ne perdent plus leur contrat. Elles n'ont plus à faire le choix entre rester sportives de haut niveau et avoir des enfants. Mais à chaque fois, ça a été des luttes. Par exemple, pour les contrats des sponsors, je crois que c'est Alison Felix qui, quand elle annonce à son sponsor Nike qu'elle est enceinte, Nike la vire. Elle fait un scandale, Nike revient avec une super pub sur les femmes enceintes qui font du sport. Donc on prend toujours les nanas un petit peu, voilà. Oui, ce sont des consommatrices, ce sont d'ailleurs elles qui consomment le plus dans les foyers. Donc il faut pouvoir les toucher, les impacter. On sait que les femmes investissent moins sur elles que pour les membres de leur famille. Donc quand on va leur vendre quelque chose, il faut que ça ait un impact. Et on parlait tout à l'heure de vulnérabilité, on va les ramener à leur vulnérabilité. Tu vas avoir un legging anti-cellulite qui va te faire tes formes, qui va te ventre plat, qui va te... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu aies un ventre plat quand tu vas jouer au foot le dimanche, en fait? Quand on regarde le corps des sportives aujourd'hui, c'est pas des fitness girls, parce que on a normalisé les corps des fitness girls qui sont des corps qui sont complètement transformés. Les 3/4, il faut pas se... Déjà, elles ont 20 ans. Il y a beaucoup de chirurgie esthétique. Voilà. Et quand on prend des sportives et qu'on prend des nanas qui font 4 à 6 heures de sport par jour, des nanas qui font du foot, des nanas qui font du rugby, des nanas qui font du volley, des nanas qui font du MMA, qui font de la boxe, etc. Elles n'ont pas un six-pack, des fesses relevées, bombées, du 90B, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Les corps des sportives, c'est pas ça. Ça, c'est des corps de modèle fitness. Et ne confondez pas une modèle et une sportive. Et dans le sport de haut niveau, on est bloqué sur le modèle. Voilà, il faut que le sport féminin soit esthétique. Non, il faut que le sport féminin soit performant. Arrêtez de dire aux nanas, oui, faites du yoga, ça va vous permettre. Oui, c'est bien le yoga. Mais va faire un marathon, va faire un match de foot le dimanche, va faire un... Ben non, elles sont occupées avec les enfants, donc c'est compliqué. Je voulais te lire quelque chose rapidement concernant l'inspiration et en fait l'inspiration toi tu es une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Et j'étais tombée sur un article d'une de tes étudiantes, Myriam, qu'elle a écrit en 2022, donc publié sur la Lab, et je veux juste te lire ce petit passage et te poser ma question après. Donc, avec un parcours aussi inspirant qu'enrichissant, Jian est l'une des premières femmes racisées que je découvre dans le milieu du sport en tant qu'étudiante. Je la rencontre à la Sorbonne où elle a été ma professeure pendant quelques mois. J'ai alors découvert une femme imposante qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et surtout à dépasser nos limites. Elle devient pour plusieurs étudiantes un modèle de femme puissante auquel j'ai pu m'identifier. Elle nous fait découvrir, nous partage et nous transmet sa passion à travers ses cours. Au-delà de la technique, des méthodes et du sport, elle nous transmet aussi son état d'esprit, nous apprend à nous imposer, à prendre la parole et de la place tout en étant performant et en donnant notre maximum sans jamais lâcher. Bon déjà, ça fait du bien quand on est enseignant. C'est très émouvant. Oui, bah moi ça m'a mis un peu la larme à l'œil, tu vois. Parce que je sais l'impact qu'un professeur peut avoir sur ses étudiants. Et en fait, est-ce que ça, c'est pas un message d'espoir? Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on sait que la lutte, elle est là, qu'il y a beaucoup d'obstacles, que c'est dur en permanence, mais ce que tu disais, c'est l'objectif au final. Oui, et quel est ton objectif à atteindre pour les futures générations? Quel est ton objectif à atteindre pour des femmes comme Myriam et
pour qui tu es une sorte de mentor, de figure d'inspiration et dont on manque beaucoup hein, dans le paysage. On en parlait en off tout à l'heure toi et moi, mais on n'a pas vraiment de représentation aussi de femmes, tu sais, auxquelles s'identifier en France et qui vont être sur les plateaux ou on va pas forcément les voir. Donc c'est quoi ton message pour ces gens-là Ouais, alors c'est vrai qu'on va pas forcément les voir, et quand on va les voir, on va essayer de les mettre dans des postures qui vont pas forcément être agréables. On voit par exemple Rokhaya Diallo, on voit Nesrine Slaoui, etc. où en fait, quand on va les mettre sur des plateaux, c'est en permanence pour les pousser dans leur retranchement, et c'est très agressif en fait. Mais on n'a pas cette image des femmes. Mon objectif, il est résumé en fait dans ce message en fait. Moi, je veux que les femmes comprennent que la faiblesse est une construction sociale. Et en fait, de la même manière qu'on peut vous faire croire que vous êtes faible, on peut aussi vous faire comprendre que vous êtes puissante. Ça se travaille, ça se construit, ça passe par des choses, ça passe surtout par de l'action. Et mon objectif, c'est celui-ci en fait. Moi, je veux, c'est pour ça que un des slogans de ma boîte, c'est Unleash the Woman's Strength. Je veux, un peu comme un cheval qu'on pousse au galop, je veux que ces nanas-là, en fait, elles comprennent qu'elles sont puissantes. Et la puissance, ça n'est pas que la force physique. Alors certes, moi, c'est passé par la force physique, etc. Mais aujourd'hui, j'utilise d'autres forces pour m'imposer dans d'autres milieux. Mais la puissance, c'est pas quelque chose de physique. Et puis si vous pensez que c'est que par la force, sachez que la force, c'est pas quelque chose d'acquis à la naissance. On ne naît pas fort, on le devient. La force, ça se travaille. La puissance, ça se travaille. L'endurance, ça se travaille. Tout se travaille. Donc de croire que la force, c'est que pour les hommes parce qu'ils sont nés hommes, non. Ils ont plus de testostérone, donc ils ont plus de facilité à développer la force, etc. Mais encore faut-il qu'ils la travaillent. Mais de votre côté, vous pouvez aussi travailler votre force, votre puissance, votre endurance, etc. etc. Dans le monde du travail, ça va être exactement la même chose. Vous pouvez travailler plein de choses qui vont vous permettre de vous élever. Mais pour ça, il faut avoir conscience de qui on est et de nos acquis. Moi, quand je parle aux femmes, elles me disent toujours ce qu'elles ne savent pas faire. Et moi, je leur dis, mais ok, là, tu me dis qu'il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça, mais tu as quoi ? Et du coup, j'explique toujours que moi, je suis allée au championnat du monde de grappling avec 3 soumissions. J'en connaissais pas plus. Et quand j'arrive au championnat du monde, ils sont tous en train de répéter des trucs. Oui, mais attends, moi, je veux retravailler la X-garde inversée et le machin et truc. Et moi, je les regarde et je me dis, mais ils sont ouf en fait. Et ils viennent me voir en me disant, ouais, mais Jen, toi, tu veux pas travailler, tu devrais travailler la X-garde. Je dis, mais c'est pas à 24 heures d'un championnat du monde que je vais travailler quelque chose de nouveau. Moi, vous êtes complètement... Donc moi, je l'ai laissé, j'étais dans mon coin, machin. Moi, avec mon coach, on avait établi c'était quoi mes forces. Et on savait que mes forces, il y avait 2 soumissions que je gère super bien, une 3e un peu moins bien, mais c'est pas grave, et que l'autre position, c'était mon jeu en puissance, le fait de pouvoir tenir des positions, etc. Et la stratégie, ça a été de travailler sur mes points forts en priorité, de manière à ce que quand j'arrive au championnat du monde, je les exploite et je les déploie. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux nanas, en fait, vous êtes toutes fortes dans un domaine. Plutôt que de vous dire que c'est pas suffisant et qu'il faut refaire une formation, qu'il faut refaire... Non, t'as quelque chose de puissant là entre tes mains, qu'est-ce que t'en fais ? On va capitaliser là-dessus et on va avancer là-dessus. Arrête de me dire je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. On s'en fout. Il y a des choses que tu sais faire. Serre-toi-en, arrive là où tu veux arriver, et une fois que tu es en haut, on va aller travailler ce qui te manque, ce que tu as l'impression qui serait beaucoup plus utile ou machin. Venez, on fait l'inverse. et du coup, ouais, mon objectif c'est ça, mais c'est comprendre que pour ça, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester à une place, et c'est pour ça que j'aime bien citer Rokhaya Diallo, ne reste pas à ta place en fait. Prends la place que tu as envie dans la société, parce que des gens qui vont te critiquer, des gens qui vont te dire que t'es bête, des gens qui vont te dire que t'es nul, des gens qui vont te dire que t'es pas assez, que t'es... Il y en a plein. Il y en a plein. Mais il y a aussi plein de gens qui vont te dire que c'est extraordinaire ce que tu fais, etc. Mais eux, tu les entends pas. Parce que t'es centré sur ouais, mais il me manque. Non, il te manque rien, tu as. Fais avec ce que tu as, atteins ton objectif ou rapproche-toi-en. Et puis après, on ira voir ce qu'on peut aller chercher à droite, à gauche, comme une boîte à outils.
Je vais aller chercher tel outil ici, mais pas je vais construire à partir de choses que je n'ai pas. Parce que là, tu vas jamais avancer. Ouais. Si j'invitais un de tes amis ou un membre de ta famille là ici et que je lui demandais de me parler de toi et de te décrire, qu'est-ce qu'il dirait? Parce que moi là je vois bien sûr la femme forte, puissante, etc. Mais elle est où ta vulnérabilité? Et comment on te décrit? Ah, écoute, ma vulnérabilité, elle est dans ma famille. Voilà. Moi, c'est pour ça que quand je parle de ne pas rester à sa place, je crois qu'à un moment aussi, ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du culturel et de l'ordre de ce qui est du religieux. Et de pouvoir aller chercher par soi-même plutôt que d'être dans quelque chose de très dogmatique et de le prendre comme ça en se disant bah non, si je remets en cause telle chose, ça veut dire que je renie ma culture ou je renie ma religion ou ma famille ou etc. Et moi j'ai grandi avec ce truc du poids de la famille, mes parents se sont sacrifiés pour... Et ça c'est des discours qu'on entend tout le temps et moi c'est des discours avec lesquels je me suis construit. Jusqu'à ce que je fasse une psychanalyse et que je comprenne qu'en fait mes parents ils ne se sont pas sacrifiés, ils ont fait des choix. Et venir dire en permanence à des enfants on a fait des sacrifices pour toi, on a fait, c'est pas correct. C'est remettre un poids. C'est remettre un poids et c'est remettre un fardeau. Et moi pendant très longtemps j'ai cru que je devais porter haut le nom de ma famille parce qu'il fallait que je fasse de grandes choses, etc. Et au final je les ai jamais vraiment faites pour moi parce que je les faisais toujours pour avoir l'approbation de ma famille. J'ai le bac, ouais ok, très bien. Je pensais que tu l'aurais jamais, t'as le CAPES, ouais mais toi on te l'a donné, je suis prof à la Sorbonne, ouais mais ta sœur elle fait ça, je suis diplômée HEC, oui mais ta sœur elle est inspectrice, C'est jamais puis, assez. ouais, je suis championne du monde et puis ouais ok c'est bien ma fille, et voilà, alors que il suffit que quelqu'un d'autre fasse un truc et puis t'as toute une fête à la maison. Et moi ça a été ça, ma faiblesse et ma vulnérabilité. Après je suis quelqu'un de très 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 sensible. Ouais. On ne me voit pas comme ça, on ne s'en doute pas comme ça, mais moi je suis quelqu'un d'hypersensible au point où certaines choses peuvent... je peux mettre 2 jours à m'en remettre psychologiquement, m'enfermer, etc. Mais après, je sais pas ce que les gens pourront te dire sur moi et j'ai appris en fait à me détacher de ce que les gens pensent de moi, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Parce que de toute façon, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir et les gens ne cherchent que ce qu'ils veulent trouver. Donc quelqu'un qui voit en moi quelque chose de grand et puissant va voir ce que lui il manque et ce qu'il va pouvoir trouver chez moi, et quelqu'un qui va trouver que je suis une idiote, que je suis une imposteur, que je sais pas quoi, il va voir que ce qu'il veut aller voir et puis il va prendre que ce qu'il veut aller prendre. Donc ça reste compliqué encore, hein. Il y a plein de moments où je me prends des vagues de haine sur les réseaux sociaux, où ça me mine, ou etc. Mais ma vulnérabilité, elle est là. Mais Tu arrives justement à gérer le regard de l'autre et justement la haine par exemple sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense que c'est quelque chose... Enfin, je me dis des fois comment les gens peuvent déverser autant ce truc toxique, tu sais, derrière leur clavier. Et après, pour les neutraliser psychologiquement, je les imagine toujours d'une certaine manière et ça me fait rire. Et après, je me dis, ouais, bon, c'est pas des gens... Enfin, de toute façon, quand tu vas mal, tu vas faire du mal ou tu vas dire du mal. Mais en vrai, les gens inspirants, les gens qui font le bien, les gens qui sont vraiment lumineux, ils n'ont pas le temps de cracher, tu vois, sur les autres. oui, oui. D'une certaine manière. Mais de toute façon, les gens qui veulent aider les autres à la réflexion, etc., ils le font pas en regardant ce que les autres font de mieux ou de mal, en fait, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent transmettre. Après, ce qui est compliqué, c'est comment, en fait, moi, ce qui m'intrigue avec ces réseaux sociaux, c'est comment on n'arrive pas à trouver des modérateurs ou des trucs où... parce que les insultes qu'on vienne me tailler sur mon physique, ou etc., c'est pas grave. Mais des mecs qui viennent m'expliquer mon travail alors qu'ils n'ont aucune connaissance, ça me blesse. Et des gens qui vont pousser... Parce que moi, il y a des montages qui ont été faits sur moi, mis sur les réseaux, etc., et qui vont pousser, en fait, les gens à venir t'insulter, etc., c'est quelque chose, comme je te disais, moi je suis quelqu'un d'hypersensible. Je me suis toujours battue contre tout ce qui était injuste. L'injustice, c'est quelque chose qui me fait énormément de mal, encore aujourd'hui. Et quand je trouve que quelque chose est extrêmement injuste, ça peut encore me toucher.
Et non, je te cache pas que c'est dur parce que c'est... En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans ta vie, tu te permets d'envoyer des messages à une personne, la traitant de PUTE, de machin, parce qu'elle a fait des choses. À quel moment, en fait, tu te permets de faire des montages en disant que ces titres, ces trucs, ces machins. En fait, le but, c'est quoi En fait, le plus important derrière, est-ce que c'est pas ce que cette personne, elle va apporter? Et les réseaux sociaux, c'est devenu quand même un endroit où on est caché derrière son téléphone et on peut envoyer pas mal de choses. Et c'est flippant parce que, en fait, je me dis, les gens, ils peuvent me retrouver. C'est ça qui est assez hallucinant. Et je peux me retrouver à sortir de mon studio de coaching avec 10 mecs qui m'attendent et qui veulent me faire parce que j'ai montré un truc qui leur plaisait pas sur les réseaux sociaux, ou parce qu'ils se disent comme j'entends souvent, pourquoi tu dis aux femmes qu'elles peuvent faire, les femmes elles seront jamais aussi fortes que les hommes. Je peux me retrouver avec 10 mecs qui vont m'attendre quelque part et me tabasser parce que pour prouver, regardez, on lui a prouvé qu'en fait une femme pouvait rien faire face à des hommes, alors que le discours que je transmets il est complètement différent en fait. Et c'est en ce sens-là en fait où ça devient pour moi extrêmement flippant, parce que moi je cherche pas à avoir la notoriété. Je suis pas une artiste, je suis devant les caméras malgré moi, et je joue le jeu d'aller sur les plateaux, de parler, de mettre en avant ma méthode, parce que je sais que c'est d'utilité publique. Et je sais que je peux aider plein de femmes et plein d'hommes et plein de personnes, et pas que en France. J'ai vu l'accueil que j'ai eu là il y a pas longtemps au Kazakhstan, j'ai vu l'accueil que j'ai eu en Algérie quand je suis allée faire des conférences sur le cycle hormonal et les femmes. Mais ça peut rapidement se retourner contre moi, parce qu'on voit que des gens arrivent à starifier des nanas qui vont vendre des shampoings sur les réseaux sociaux, et de la même manière à faire passer pour des moins que rien des personnes qui sont... voilà, donc je me dis, à tout moment en fait ça peut se renverser contre moi. Et c'est pas quelque chose... moi je suis quelqu'un de très réservé, je parle rarement de ma vie privée, etc. Je suis extrêmement pudique, et moi c'est quelque chose qui me... Voilà, je trouve aujourd'hui que c'est pas assez réglementé ces réseaux sociaux, et que ça peut être très très dangereux. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'aimerais finir sur une touche positive. Qu'est-ce qui, dans l'autre sens, t'apaise, te fait du bien et te rend heureuse au quotidien? La solitude avec une bonne tablette de chocolat et un bon livre. Moi, je prends beaucoup des gens. Mon travail, c'est d'être avec les gens. Je croise énormément de gens, et moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, c'est le top du top pour moi, ce serait d'être au soleil, sur une plage déserte, avec un bon bouquin. Bon, la tablette de chocolat, ça fond au soleil, mais une glace au chocolat, ça passe. Merci beaucoup, merci d'être confiée à moi aujourd'hui et d'avoir la discussion était tellement intéressante et enrichissante, et je pense que ça pourrait durer des heures et des heures, malheureusement on ne peut pas se le permettre, mais je serais ravie de t'accueillir sur d'autres sujets une prochaine fois, et merci encore, et je pense que ton discours va faire du bien à beaucoup de monde, et sans doute te donner envie aux femmes de s'engager, de se dire que les choses sont possibles, et à toute manière on mettra en barre d'infos comment te contacter, les réseaux sociaux, et voilà, et puis j'espère qu'il y aura de nouvelles femmes qui vont rejoindre ton académie. J'espère aussi. Et qui sait, peut-être moi qui viendra faire un tour, ça m'a donné envie, tu vois. Écoute, avec grand plaisir, je t'attends. Merci. À bientôt. À bientôt.